Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. À suivre cet après-midi sur notre antenne, l'examen de la proposition de loi visant à réformer le règlement du Sénat. Il s'agit pour la Haute Assemblée de mettre en œuvre la révision constitutionnelle de juillet 2008. Le Sénat a fait le choix du consensus. Il a décidé de ne pas appliquer de temps global des débats et de ne pas toucher au sacro-saint droit d'amendement des parlementaires. À l'Assemblée nationale, l'instauration de ce temps global, on s'en souvient, avait suscité une levée de boucliers de la part des députés de l'opposition. La réforme du règlement au Sénat prévoit également de renforcer le pluralisme en garantissant la représentation de tous les groupes politiques au sein du bureau du Sénat, mais également en commission. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a prévu une période d'1 an pour tester ce nouveau règlement à l'usage. Voilà pour les enjeux du débat de cet après-midi. Bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution que j'ai eu l'honneur de présenter tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Patrice Gélard, rapporteur de la Commission des lois. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur. On connaissait le texte de la chanson, il fallait le mettre en musique. Cela va donc être fait aujourd'hui lors de l'examen de la proposition de résolution modifiant le règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail de notre Assemblée. Je tiens à souligner que ce projet de résolution qui nous est soumis aujourd'hui est le résultat d'un long travail qui a nécessité plusieurs mois de réflexion au sein d'un groupe de travail animé par le président Larcher avec 2 co-rapporteurs, le vice-président Bernard Frimat et le président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest. Je crois qu'il convient de rendre hommage à l'un comme à l'autre pour le travail tout à fait remarquable qu'ils ont accompli entre le mois d'octobre et le mois de mars. La résolution a recherché un certain consensus, mais ce consensus n'a pas pu être véritablement atteint, parce qu'il a manqué, au cours des discussions qui ont pu avoir lieu, l'assentiment du groupe CRC et des membres du parti de gauche. Il y a là une position tout à fait logique qui fut défendue tant en commission que lors du dépôt d'une vingtaine d'amendements et qui sera défendue tout à l'heure par le groupe CRC, qui était tout à la fois opposé à la révision constitutionnelle, opposé à la loi organique et tout naturellement opposé à la modification du règlement qui en est l'application. Néanmoins, notre commission sera amenée à émettre un avis défavorable aux amendements déposés par le groupe CRC, d'abord parce que la commission est en manque d'harmonie avec le groupe CRC sur cette question, mais aussi parce qu'un grand nombre de ces amendements sont en contradiction soit avec le texte de la Constitution, soit avec le texte de la loi organique. La recherche d'un minimum d'accord a conduit votre rapporteur à défendre le point de vue selon lequel seuls les amendements retenus par le groupe du travail et défendus par les 2 corapporteurs pourraient être maintenus et concernant exclusivement l'application de la loi organique, et dès lors nous serons amenés à refuser tout amendement qui aura pour but de remettre en cause d'autres éléments de notre règlement. On pourra, lors du rendez-vous fixé l'année prochaine, revoir éventuellement d'autres éléments de notre règlement qui seraient devenus obsolètes ou dysfonctionnels, mais ce n'était pas le moment aujourd'hui que de les aborder. C'est la raison pour laquelle votre commission a donné un avis défavorable aux amendements dont l'objet n'avait pas de lien direct avec la révision constitutionnelle et la loi organique, même si ces amendements étaient loin d'être dépourvus de tout intérêt. La présente résolution
respecte naturellement la révision constitutionnelle et la loi organique, mais a pour notre Assemblée un grand nombre de conséquences. Tout d'abord, il convient de mentionner que le nouveau règlement a pour but un respect plus grand des droits des parlementaires et des droits des groupes parlementaires. Ceci va apparaître dans le respect des droits de l'opposition et des minorités, notamment ce qui concerne la composition du bureau du Sénat, prévu à l'article 1er de la résolution, le droit pour les groupes minoritaires ou d'opposition à demander chaque année la création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information, prévue à l'article 2 du projet de résolution, la désignation au sein des organismes extraparlementaires, conformément à l'article 5 à la proportionnelle des groupes, le bureau des commissions permanentes, prévu à l'article 6, qui également met en place la proportionnelle des groupes, mais on peut également mentionner la place faite aux groupes lors des débats thématiques prévus à l'article 20, dans les débats sur les résolutions prévus à l'article 25, ou les débats d'initiative sénatoriale prévus à l'article 29, ou les questions cribles prévues à l'article 30. Je n'entre pas dans le détail de ces différentes institutions, je vous renvoie dans ce domaine à mon rapport écrit. Le deuxième élément tout à fait important, c'est le renforcement assez considérable du rôle de la conférence des présidents, notamment en ce qui concerne les articles 14, 15, 16 et 17 du projet de résolution. Nous serons amenés à accepter, au cours des débats qui vont suivre, un amendement déposé par notre collègue Hugues Portelli pour tenir compte d'une éventuelle opposition du Conseil constitutionnel au texte initial de la résolution. En effet, il était prévu à l'article 17, que la fixation de l'ordre du jour appartenait à la seule conférence des présidents. Nous n'avions pas mentionné le gouvernement, qui est maître tout de même de 2 semaines sur 4, et par conséquent, nous risquions sur ce point la censure du Conseil constitutionnel. Pour éviter cette censure, nous proposerons d'adopter l'amendement déposé par notre collègue Portelli. Je tiens également à mentionner le fait que, en ce qui concerne le renforcement du rôle de la conférence des présidents, cela va apparaître dans une institution nouvelle créée dans le projet de résolution. C'est l'institution de la clôture. Bien sûr, la clôture existait déjà dans notre ancien règlement, mais la clôture est une nouveauté dans le nouveau règlement. Lorsque un débat risque de s'enliser, il sera possible de demander naturellement la clôture comme auparavant. Mais, à la différence de ce qui se passe jusqu'à maintenant, la conférence des présidents sera immédiatement saisie. Et lorsque la conférence des présidents sera saisie, elle va tenter de trouver une solution pour éviter l'enlisement. Si elle n'y arrive pas, la clôture s'appliquera naturellement, et en cas de deuxième clôture, à ce moment-là, il y aura une limitation du temps de parole des uns ou des autres qui interviendra avec seulement le droit pour un représentant par groupe d'intervenir. C'est un progrès, et au moins cela nous évite de recourir à un temps de parole limité, comme un temps global, comme disaient certains. Il faudra voir à l'épreuve du temps ce que deviendra cette motion de clôture. Elle est peut-être le moyen d'éviter l'enlisement de nos débats et la prolongation trop longue de ceux-ci. Le troisième point qui apparaît dans cette résolution, c'est la recherche de l'efficacité, de la souplesse, de l'adaptabilité et de la transparence. Alors cela va apparaître naturellement dans l'organisation du travail des commissions prévue à l'article 14, avec également la présence du gouvernement que nous avons été obligés de remettre à l'intérieur du projet de résolution en raison de la décision du Conseil constitutionnel qui exige la présence du gouvernement même pendant les votes. Cela pose naturellement un certain nombre de problèmes et c'est ici que je voudrais soulever sans doute la nécessité d'adopter en complément de notre règlement des règlements des commissions pour préciser dans quelles conditions le ministre pourra ou pas se faire assister par ses collaborateurs. Cela d'ailleurs recoupe une autre disposition
qui viendra un peu plus tard, et cette disposition a été déposée par un certain nombre de présidents de groupe qui vise à faire en sorte que les collaborateurs des groupes puissent également participer au travail des commissions. À notre avis, cela ne relève pas de la compétence du règlement, mais cela relève des instructions générales du bureau qui pourront, à ce moment-là, faire en sorte de prévoir dans quelles conditions les commissions pourraient s'ouvrir aux collaborateurs des ministres, pourraient s'ouvrir aux collaborateurs des groupes, pourraient s'ouvrir éventuellement à d'autres personnes ou pourraient éventuellement faire l'objet d'une rediffusion à la télévision. L'efficacité dans l'organisation du travail des commissions apparaît naturellement également dans la précision apportée au nom des commissions à l'article 4, dans les nominations des membres des commissions à l'article 10, dans ses pouvoirs d'évaluation et de contrôle à l'article 11, ou dans la publication des projets de loi et des propositions de loi, ainsi que les modalités de dépôt de ceux-ci à l'article 12 et à l'article 13 en ce qui concerne la procédure accélérée. Un mot sur la procédure de l'irrecevabilité prévue aux articles 40 et 41 de la Constitution. Nous aurons un débat tout à l'heure sur cette question, mais l'irrecevabilité de l'article 40, que nous avons été amenés à étendre, non seulement en ce qui concerne les projets de loi de finances, mais également les projets de loi de financement de la sécurité sociale, et c'est la raison pour laquelle nous avons naturellement accepté les amendements de M. Vassell et Abou pour compléter le règlement en ce qui concerne justement les lois de financement de la sécurité sociale. Par contre, il faut noter qu'il y a un progrès. Dorénavant, la commission saisie au fond, ou du moins son président, pourront déclarer l'irrecevabilité des dispositions qui porteraient atteinte à l'article 40 de la Constitution. S'il y a doute, le président de la commission saisie au fond pourra saisir la commission des finances qui, à ce moment-là, pourra intervenir. Il y a toujours un risque, naturellement, qui pourrait se produire. C'est un désaccord entre la commission saisie au fond et la commission des finances en séance publique, mais cela, éventuellement, pourra être facilement résolu puisque c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. En ce qui concerne l'article 41, il n'y a pas beaucoup de changements. L'article 41, c'est le président de notre Assemblée ou le gouvernement qui pourront décider de l'irrecevabilité. S'il y a désaccord entre les deux, le Conseil constitutionnel sera à ce moment-là saisi. Deuxième élément de souplesse, d'efficacité, de transparence, c'est dans le calendrier et dans les horaires. Vous noterez, en relisant les dispositions de la résolution, qu'il est prévu un certain nombre d'horaires, mais en principe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas établir une règle permanente, pérenne, puisqu'il y a en permanence des chevauchements qui s'opèrent entre les horaires des commissions, des groupes de travail, de la séance plénière, etc. C'est la raison pour laquelle nous avons consacré le mardi matin au bureau et aux réunions des groupes. En principe, c'est l'article 3. Les commissions se réunissent en principe le mercredi matin, c'est l'article 8. La commission des affaires européennes, et ça c'est une nouveauté par rapport au texte initial, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances se réunira en dehors des moments où se réunit l'Assemblée plénière. L'organisation de l'ordre du jour est fixée à l'article 16, je l'ai dit tout à l'heure, ainsi que l'organisation des débats, toujours, je l'ai dit également tout à l'heure, et l'article 17 prévoit l'organisation d'une discussion générale et les horaires de séance sont également prévus, je précise, le mardi, le mercredi, le jeudi matin, après-midi et soir. Il n'est pas question dans notre règlement du lundi ou du vendredi, je précise. Et ce sera la conférence des présidents qui en décidera, comme d'habitude et comme toujours. Par contre, j'ai une interrogation, je n'ai pas voulu l'approfondir en rédigeant un certain nombre d'amendements. Je ne sais pas quand s'arrête le soir. Est-ce que le soir s'arrête au moment où on ferme les grilles du jardin de Luxembourg, ou est-ce qu'au contraire, le soir se prolonge jusqu'à minuit et même peut-être au-delà? C'est une question que je laisse à votre approbation. Dans le calendrier et dans les horaires, je rappelle que le temps de présentation des amendements est prévu
à l'article 24 et la grande innovation, la grande nouveauté sera que les présentateurs d'amendements disposeront à l'avenir non pas de 5 minutes, comme c'est le cas à l'heure actuelle, mais de 3 minutes pour présenter leur amendement. Par contre, l'intervention sur un article, sur un amendement ou les explications de vote continueront de s'exercer pendant 5 minutes. Je rappelle également que les dispositions qui permettent de discuter en priorité sur le texte de la Commission ne s'appliquent pas à certaines catégories de lois, qui sont les lois constitutionnelles, les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, où on continue de travailler sur le texte venu du gouvernement en priorité. Également quelques nouveautés de transparence et d'efficacité concernant l'article 27 sur l'information et l'autorisation du Parlement en matière d'intervention des troupes à l'étranger, ou alors le très long article 28 qui permet de faire face aux nouvelles compétences de la Commission des affaires européennes et de faire face à l'adoption des résolutions en matière européenne. Je reviendrai, le cas échéant, lors de la discussion sur cet article 28. Enfin, l'article 30 concerne le budget et les comptes du Sénat. Là encore, je reviendrai sur cette question car un amendement important sera présenté à cette occasion. C'est donc, après cette présentation rapide, c'est donc quelque chose d'important que nous allons faire aujourd'hui. Le règlement que je vous présente est un règlement très libéral qui pourrait parfaitement satisfaire nos voisins britanniques. Mais c'est un règlement qui devra, pour être efficace, être correctement appliqué. Il faudra en permanence que les différents responsables des groupes politiques et les parlementaires eux-mêmes respectent leurs adversaires et respectent un minimum de fair play dans le déroulement et l'organisation des débats. Il faudra en permanence avoir cette volonté que si on ne veut pas que nos débats s'enlisent et servent de mauvais exemple, eh bien il faudra que nous nous autodisciplinions. J'ajoute à cela qu'il faudra que le gouvernement se discipline aussi, parce qu'il faudra que le gouvernement évite de nous mettre des lois fourre-tout, des lois trop longues, et se limite à des lois courtes, parce qu'une loi courte signifie peu d'amendements, tandis qu'une loi longue signifie en moyenne 10 amendements par article. Si vous avez 100 articles, eh bien vous aurez au moins 1000 amendements, et donc nous aurons à ce moment-là un déroulement considérable. Il faudra aussi que l'on apprenne peut-être à aller plus loin, mais cela viendra lors du rendez-vous que nous nous sommes fixé l'année prochaine sous l'autorité du président du Sénat pour revoir dans quelle mesure la Commission pourra devenir un peu plus le lieu où on devra discuter en profondeur véritablement les modifications législatives et où la séance publique sera un peu réduite dans son action et dans son activité, mais à ce moment-là, il faudra repenser peut-être la totalité de la disposition de nos salles de réunion. Il faudra sans doute repenser totalement les modalités de publicité des travaux de nos commissions. C'est un gros travail pour les années à venir. Alors, après ces quelques remarques que je viens de vous présenter, je voudrais conclure. J'avais commencé en vous parlant d'une musique qu'il fallait faire sur les paroles d'une chanson. Vous connaissez maintenant la musique, je viens de vous la présenter. Tout dépendra maintenant des interprètes, c'est-à-dire de nous-mêmes. Ou bien la musique que nous aurons composée sera harmonieuse, ou bien ce sera une abominable cacophonie. Encore faudra-t-il qu'elle soit audible par la population française, par le gouvernement et par tous ceux qui suivent nos travaux. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est maintenant au président Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois et du règlement, d'ailleurs. Vous avez la parole, monsieur le président. Merci, monsieur le président. La proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui, à l'initiative de vous-même, monsieur le président, fait suite à une réflexion approfondie menée au sein d'un groupe de travail où tous les groupes de notre Assemblée étaient représentés et qui ont pu aboutir à un large consensus
même si l'opposition de certains à la révision constitutionnelle ne leur permettrait pas d'approuver totalement notre démarche. Monsieur le Président, j'ai eu le plaisir, bien sûr, de rapporter cette révision ainsi que mon excellent collègue Bernard Frimat, qui a participé autant que moi à l'élaboration de ce texte. Ben oui. Mais Monsieur Mercier, vous avez participé aussi beaucoup au débat. Je rappelle que tous les groupes politiques étaient représentés au sein du groupe de travail et que chacun a participé pour élaborer ce consensus, même si ça n'a pas abouti totalement en ce qui concerne la présidente Borvo et le groupe et son groupe. Il s'agit de mettre en œuvre, bien sûr, la révision constitutionnelle, de conforter le pluralisme sénatorial et de rénover nos méthodes de travail. À cet égard, bien sûr, la totalité du règlement n'a pas été modifiée, car nos pratiques actuelles étaient satisfaisantes. Même si nous avons un rendez-vous dans un an pour déterminer si la révision constitutionnelle et ses conséquences. Alors quand je parle de ses conséquences, c'est bien entendu la loi organique et, sans oublier bien sûr, maintenant une loi organique ou une constitution, ça ne suffit plus en eux-mêmes. Il faut ajouter les décisions du Conseil constitutionnel, soit par des considérants comme ça, soit bien sûr par la manière dont le Conseil constitutionnel nous indique comment nous devons appliquer la Constitution. Il y a une thèse à faire sur le Conseil constitutionnel, le vrai constituant. Et bien sûr, nous serons peut-être amenés à modifier certaines dispositions, autres celles qui nous sont proposées aujourd'hui. En ce qui concerne la mise en œuvre de la révision constitutionnelle, je crois qu'il faut rappeler le rôle central de la conférence des présidents pour l'organisation de nos travaux. Et c'est pourquoi le règlement, comme l'indiquait le rapporteur, doit rester un cadre souple et adaptable. C'est notamment le cas en ce qui concerne la nouvelle procédure de clôture des débats, qui est, et c'est heureux, précédée d'un dialogue au sein de la conférence des présidents. S'agissant du pluralisme sénatorial, la résolution entend bien affirmer les droits des groupes parlementaires et les droits spécifiques des groupes d'opposition et minoritaires, Monsieur le Président Mercier, article 51.1 de la Constitution. En dehors, mais ça sert aussi à Madame Borvo, mais c'est vous qui avez fait la promotion des groupes minoritaires. En dehors de la journée de séance mensuelle réservée, les droits spécifiques des groupes d'opposition et minoritaires, l'article 51.1. Et je le rappelle d'ailleurs que c'est rappelé à l'article 48. La composition du bureau du Sénat, le respect du pluralisme dans la désignation des représentants du Sénat au sein des organismes extraparlementaires, la désignation des membres des CMP, le droit de tirage pour les commissions d'enquête et les missions d'information constituent une illustration de cette volonté de permettre à tous de participer à la fois à la vie de notre Assemblée, mais d'affirmer les droits de l'opposition et des groupes minoritaires, à condition, bien sûr, mes chers collègues, que leur nombre soit significatif. Et d'ailleurs, comme le dit un éminent président, il n'y a que des groupes minoritaires ici. Eh oui, hein, alors peut-être qu'on pourra en déduire un certain nombre de choses. Restent les questions importantes, à savoir l'organisation de nos débats, qu'il s'agisse de la séance publique ou des commissions. Il était apparu, sans doute naïvement, que pour la rationalisation de notre travail parlementaire, le fait de délibérer en séance sur le texte proposé par la Commission devrait contribuer à concentrer sur l'essentiel le débat en séance publique, surtout si l'examen d'un texte est précédé d'un débat préalable d'orientation prévu par notre règlement et souhaité vivement par le président de Rincourt. Ça ne lui fait pas bouger une oreille. Bon. Hein. À la lumière des premières expériences, et pour tenir compte du fait que le droit d'amendement s'exerce en séance ou en commission, nous n'avons peut-être pas trouvé l'équilibre souhaité
la meilleure publicité des travaux des commissions, ce qui ne signifie pas leur caractère public systématique. Publicité ne veut pas dire séance publique. Et la mise à disposition plus rapide et plus complète de leurs travaux devrait permettre de mieux connaître le travail des commissions à nos collègues et à l'extérieur, et sont certainement un des enjeux de la réforme, mais je sais, Monsieur le Président, que vous allez prendre tous les moyens avec le Bureau pour permettre cette amélioration de la qualité du travail des commissions. Je ne reviendrai pas sur l'incidence de la présence des ministres en commission, déduite par le Conseil constitutionnel du fait que nous délibérons en séance sur le texte proposé par la Commission, ce qui nous oblige à modifier l'article 8 du règlement. Je ne suis pas sûr que leur présence permanente, et bien entendu, il s'agit seulement pour l'élaboration du texte de la Commission. En dehors de cela, les ministres n'ont pas à être là, sauf si nous souhaitons les entendre, soit de nature à simplifier nos débats. Heureuse commission des finances, Monsieur le Président Arthuis, ou heureuse commission des affaires sociales, Monsieur le Président Abou, d'ailleurs ils sont l'un d'un côté de l'autre, puisque vous n'avez pas cette obligation d'avoir des ministres, ni pour le budget, ni pour les lois de financement de la sécurité sociale. Alors nous partageons cela, la commission des lois, mais j'ai l'impression quand même, quelque part, qu'une nouvelle révision constitutionnelle n'est pas pour demain matin. Au-delà de la réforme de notre règlement, nous pouvons nous interroger sur la revalorisation affirmée du rôle du Parlement, que nous avons soutenu, pas tous, mais que nous avons soutenu, notamment en ce qui concerne l'ordre du jour partagé, et bien entendu, ce qui est tout à fait naturel, la volonté d'engager des réformes sur lesquelles le Président de la République et la majorité parlementaire se sont engagés. Si on empêche totalement une majorité de faire les réformes sur lesquelles elle s'est engagée, vous avouerez que ça serait une curieuse démocratie. Nous avions indiqué que cela risquait de conduire à une impasse, sauf engagement systématique de la procédure d'urgence dite accélérée. Nous avons encore à trouver un équilibre, et nous le voyons bien depuis quelques semaines. Certes, mais c'est la tradition du Sénat confortée par la révision constitutionnelle. La fonction de contrôle du Parlement sur l'action gouvernementale doit continuer à se développer. Et on a fait beaucoup de travaux dans cette maison sans vraiment les faire connaître. À condition que cela ne devienne pas un rite vide de réel contenu et fasse l'objet d'une réelle préparation en amont, dans le temps. Le rôle des commissions est essentiel dans ce domaine, comme les rôles des groupes comme force de proposition. L'initiative législative doit aussi, hors les droits des groupes d'opposition et minoritaires que j'ai rappelés tout à l'heure, s'inscrire dans la durée pour éviter d'être anecdotique. Mais, Monsieur le Président, mes chers collègues, on le voit bien, et ce devrait être le souci permanent tant du gouvernement que du Parlement, la sécurité juridique comme une saine application des articles 34 et 37 de la Constitution sont un petit peu absents de nos travaux. L'inflation législative, tant par le nombre de textes que par leur longueur, et l'importance d'un texte ne se mesure pas toujours au nombre d'articles, pèse lourdement sur le fonctionnement du Parlement. Pèse lourdement. Mais en fait, ça n'est pas nouveau. Et je vous donnerai 3 citations. 3. Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Montesquieu. Normalement, la loi devrait uniquement permettre, ordonner ou interdire. Et puis la plus belle, c'est celle de Montaigne dans les Essais. Nous avons en France plus de lois que le reste du monde ensemble, et plus qu'il n'en faudrait à régler tous les mondes d'Épicure, qu'ont gagné nos législateurs à choisir 100 000 espèces et faits particuliers et à y attacher 100 000 lois. Les plus désirables, je passe, ce sont les plus rares, simples et générales. Puissions-nous, dans l'avenir, nous référer à ces grands auteurs. Merci, Monsieur le Président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est maintenant
au président Bernard Frimat. Je peux déborder, mais pas trop. Non, vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, revaloriser le Parlement, le doter de pouvoirs nouveaux, tels étaient, selon son auteur, l'objet et l'ambition de la révision constitutionnelle. À grand renfort de communication, ce message a été martelé pour qu'il entre bien dans la tête de nos concitoyens. Que n'a-t-on entendu de la bouche de constitutionnalistes, forcément éminents, et de commentateurs, naturellement avisés, pour condamner l'attitude de ces parlementaires qui avaient l'outrecuidance de ne pas joindre leur voix au concert de louanges organisé pour célébrer cette grande réforme institutionnelle. Qu'en est-il de cette supposée modernisation de nos institutions? Qui peut prétendre que dans la pratique de son fonctionnement quotidien, le Parlement a été revalorisé et que les parlementaires disposent de nouveaux pouvoirs? Nous avions dénoncé l'avènement d'une monocratie, la poursuite du renforcement de l'exécutif, le caractère trompeur et illusoire des pouvoirs donnés au Parlement. Les faits nous donnent indiscutablement raison. Les lois organiques, révélatrices des réelles intentions du gouvernement, simples porte-voix de la majorité présidentielle, sont venues confirmer le caractère fondé de nos craintes. Avant toute chose, il fallait, ce fut l'objet de la première loi organique votée conforme par le Sénat, mettre en œuvre les facilités dont le gouvernement avait besoin. D'abord, organiser, en cas de cessation de fonction, le retour des ministres anciennement parlementaires dans leur assemblée d'origine. La nomination au secrétariat général de l'UMP de Xavier Bertrand exigeait de régler rapidement cette grande avancée démocratique, ce qui fut fait. Ensuite, arrêter la composition de la commission chargée d'émettre un avis public sur le découpage des circonscriptions pour l'élection des députés. Aucune garantie de pluralisme n'a été mise en place à cette occasion. Au contraire, la nomination de son président par le président de la République renforce les doutes sur la réalité de son indépendance. Enfin, il fallait autoriser le gouvernement à procéder par voie d'ordonnance à ce découpage afin de permettre à M. Marleix de montrer l'étendue de ses talents. Il faut, mes chers collègues, beaucoup d'optimisme pour qualifier d'extension du pouvoir du Parlement le recours aux ordonnances. Il faut beaucoup de naïveté pour voir la manifestation d'une démocratie irréprochable dans un découpage dont le caractère injuste et partisan de plus en plus patent semble faire peu de cas au demeurant des réserves émises par le Conseil constitutionnel qui insistait sur la priorité à donner à l'équilibre démographique. Rien dans cette première loi organique n'est venu revaloriser le Parlement. Lors de la révision, les zélateurs du projet avaient beaucoup disserté sur la limitation volontaire que le président de la République avait souhaité s'imposer à propos de son pouvoir de nomination. Il glorifiait la capacité de contestation ainsi donnée au Parlement. Comme nous l'avions dit à l'époque, ce pouvoir est factice, c'est un faux-semblant, un trompe-l'œil, puisqu'il faut réunir une majorité des 3/5 pour refuser le choix du président, et donc que la majorité parlementaire rentre en conflit avec le président, ce qui est une vue de l'esprit. En revanche, ce qui n'est pas factice, c'est la volonté du président d'augmenter le champ de son pouvoir de nomination. La loi sur l'audiovisuel est là pour en témoigner. Dans le processus des nominations de Jean Lucas et d'Yves Guéna, le Parlement a pu vérifier que son supposé pouvoir était inexistant. La loi organique relative au fonctionnement même du Parlement et la pratique du gouvernement depuis le début de la session ordinaire ont enlevé les dernières illusions des parlementaires qui s'étaient de bonne foi laissés convaincre ou séduire
par le discours présidentiel sur les droits nouveaux du Parlement. Là où l'on nous avait annoncé un progrès significatif, le constat s'impose d'un recul démocratique important. Dans les faits, mes chers collègues, la navette parlementaire a été supprimée et le dialogue entre les deux assemblées voué à la quasi-disparition, puisqu'il se limite aux seuls membres des commissions mixtes paritaires. Le recours systématique à la procédure d'urgence hier a été remplacé par un recours tout aussi systématique à la procédure accélérée. Pourtant, lors des débats sur la révision, il avait été fait sur tous les bancs le constat que le recours trop fréquent à l'urgence nuisait au bon fonctionnement du Parlement et à l'élaboration des textes de loi de qualité. Nous avions d'ailleurs proposé une limitation quantitative de l'urgence, mais la majorité avait préféré privilégier un changement sémantique qui supprimait l'urgence et le remplaçait par la procédure accélérée. La novation consistait dans la possibilité donnée aux deux conférences des présidents de s'opposer par décision identique à la mise en œuvre de cette procédure. Je crains que, là encore, il ne s'agisse d'une liberté formelle, car sa concrétisation signifierait un conflit entre la majorité parlementaire et le président de la République, qui, de fait, définit les projets de loi. Prenons date. Mais alors armons-nous d'une infinie patience pour attendre la première mise en échec de la procédure accélérée. Le Parlement n'est plus pour le président le lieu d'expression par la loi de la souveraineté du peuple. Il est vécu comme un frein, comme un obstacle à la réalisation rapide des annonces présidentielles. Celles-ci, fussent-elles contradictoires, doivent trouver leur traduction législative le plus rapidement possible. On constate d'ailleurs que, dans plusieurs cas, la loi a été mise en application avant même d'avoir été votée, alors que, dans le même temps, certaines lois votées qui n'ont plus l'heure de plaire ne sont pas appliquées. Quel mépris pour les travaux des parlementaires. Quand nos collègues députés réclament que la loi Hôpital revienne en seconde lecture devant l'Assemblée nationale, ils ont raison. Dans une situation analogue, nous effectuerions la même demande. La priorité absolue pour le gouvernement est d'avancer le plus vite possible. Ainsi, à la procédure accélérée s'ajoute la multiplication des séances de nuit, la programmation de plus en plus habituelle des séances le lundi et le vendredi, la systématisation des sessions extraordinaires qui n'ont plus d'extraordinaire que le nom, puisqu'elles sont devenues au mois de juillet notre ordinaire, et que septembre semble appeler à connaître le même sort. Siéger souvent, légiférer vite, sous le regard permanent du gouvernement, limiter le droit d'amendement, tenter de réduire le temps du débat parlementaire en séance publique, telle est la pratique du gouvernement. Nous sommes, mes chers collègues, bien loin de la revalorisation du Parlement. Qui peut présenter comme un progrès, comme un droit nouveau pour le Parlement, la possibilité pour le gouvernement, s'il le souhaite, d'être présent de manière permanente en commission? Certes, le gouvernement doit pouvoir se faire entendre quand il le veut, mais une fois qu'il s'est exprimé, ne peut-il laisser les parlementaires travailler entre eux à l'élaboration du texte de la Commission? Doute-t-il à ce point de sa majorité qu'il ait besoin de la mettre sous surveillance constante? Si nous voulons rendre à la séance publique tout son intérêt, ne doit-elle pas être le lieu où se confrontent avant décision les positions du gouvernement, de la Commission et des groupes politiques? Là où la démocratie exige la séparation des pouvoirs, la pratique du gouvernement introduit la confusion des pouvoirs. Le gouvernement a décidé de permettre l'instauration du temps global dans le débat parlementaire. Alors que rien ne l'y obligeait, il a choisi de rendre possible la situation où un parlementaire ne pourra pas défendre l'amendement dont il est l'auteur et donc tenter de convaincre ses collègues du bien-fondé de sa proposition. La révision constitutionnelle censée augmenter les droits du parlementaire pourra donc aboutir à priver celui-ci de la plénitude du droit d'amendement. Quel paradoxe! Ou plutôt quel aveu sur la réalité de cette révision!
Même si le Sénat n'instaure pas le temps global, ce dont nous réjouissons, la possibilité de le voir un jour instauré demeure. Nous avons, Monsieur le Président, voté contre la révision constitutionnelle. Nous avons voté contre les lois organiques. Nous sommes aujourd'hui saisis de votre proposition de modification du règlement du Sénat, qui n'a d'autre choix que de respecter la Constitution, les lois organiques et la récente décision du Conseil constitutionnel. Ce règlement comporte par conséquent des aspects que nous ne pouvons approuver. Pour élaborer votre proposition, vous avez mis en place, Monsieur le Président, une commission de travail à laquelle les sénateurs du groupe socialiste ont participé sans réticence, en prenant pleinement leur part au débat. Le texte, dont je ne reprendrai pas le contenu qu'a présenté Patrice Gélard de manière fidèle et exhaustive au nom de la commission des lois, comporte quelques points de divergence et aussi de nombreux points d'accord qui ont recueilli l'avis unanime des participants de la commission que vous avez présidée. Un désaccord important subsiste toutefois entre nous. Il tient à la volonté de la majorité d'exclure l'opposition de toutes les présidences de commission. Néanmoins, le texte que vous nous proposez constitue, Monsieur le Président, un point d'équilibre, compte tenu des rapports de force politiques existants dans notre Assemblée et un indiscutable progrès par rapport au règlement actuel. Le groupe socialiste a voulu le signifier en ne déposant pas d'amendement. La commission des lois a amélioré certaines rédactions et précisé quelques incertitudes, mais elle a respecté le point d'équilibre qui avait été trouvé. Votre proposition, Monsieur le Président, reconnaît par une application à la répartition des postes à la proportionnelle au plus fort reste des droits à chaque groupe politique. Elle abandonne ainsi la pratique antérieure qui subordonnait la place des groupes d'opposition au bon vouloir de la majorité. C'est une avancée dans le fonctionnement démocratique de notre Assemblée. Enfin, et c'est fondamental, le temps globalisé ne sera pas instauré au Sénat. C'est un acquis essentiel pour le groupe socialiste que chaque sénateur, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, puisse bénéficier en séance publique de la plénitude de sa capacité d'intervention. Pour ces différentes raisons, et en me réjouissant du climat de dialogue qui a présidé aux travaux sur le règlement du Sénat, je conclurai, Monsieur le Président, en réaffirmant que les sénateurs socialistes ne s'opposeront pas à votre proposition et qu'ils choisiront, si le scrutin est public, de déposer un bulletin rouge. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant au Président Michel Mercier. Ça va? Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes donc amenés à débattre aujourd'hui de votre proposition, Monsieur le Président, qui vise à réformer le règlement du Sénat et à introduire dans notre règlement les conséquences de la réforme constitutionnelle ainsi que celles des lois organiques qui ont été votées depuis. Il reste d'ailleurs un certain nombre à voter et qu'il faudra bien voter le plus rapidement possible pour que la réforme constitutionnelle prenne tout son sens, et je pense notamment à la loi organique relative au contrôle de constitutionnalité qui ouvrira à nos concitoyens un champ nouveau de droits et qui ne réservera pas qu'aux élus parlementaires les droits nouveaux. Alors, je voudrais simplement faire part de quelques observations. D'abord, sur les apports globaux que l'on peut trouver dans la proposition qui nous est faite aujourd'hui et que le rapporteur a parfaitement rappelé, que l'on pourrait classer sous la rubrique « Un plus pour le pluralisme au Sénat ». Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dispositions qui vont dans ce sens, qui est le bon sens. Je voudrais rappeler tout d'abord la répartition à la proportionnelle des responsabilités au sein du bureau du Sénat, le changement très important, fondamental de la conférence des présidents, avec un mode de votation qui représente exactement
la composition du Sénat, et je crois que cela est quelque chose de tout à fait capital, qui changera profondément les habitudes de cette maison et qui, petit à petit, fera de la conférence des présidents l'organe politique qui préparera les débats de notre Assemblée. Il y a, bien sûr, tout ce qui concerne également les droits des groupes minoritaires et des groupes de l'opposition. S'agissant des groupes minoritaires que je connais mieux, je dois dire que jusqu'à maintenant, ces droits sont surtout inscrits dans les textes et qu'il reste à les faire entrer dans les habitudes et dans les faits. J'espère que l'on y parviendra au fil du temps et des discussions qui seront les nôtres. Mais il reste un certain nombre de points sur lesquels je voudrais revenir et qui ont trait plus largement à l'organisation de travaux législatifs. Et on peut regarder bien sûr les propositions qui nous sont faites par rapport aux expériences que nous sommes en train de vivre sur la loi hôpital ou sur d'autres textes. Tout d'abord, je veux noter, et je remercie le rapporteur d'avoir rappelé le cadre dans lequel il a travaillé, c'est que tout ce qui concerne l'organisation des travaux législatifs résulte d'un accord entre les deux co-rapporteurs du groupe de travail. Ah, c'est ce qu'a dit monsieur le rapporteur, j'ai noté, il a dit qu'il n'avait pris que les amendements qui pouvaient s'inscrire dans les conclusions des deux co-rapporteurs. Je cite monsieur Gélard, si je me suis trompé, monsieur Gélard me le dira. Mais monsieur le Président, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, surtout que je n'ai pas terminé sur ce chapitre-là, alors allez-y. Avec l'autorisation du président Mercier, sans problème. Monsieur le Président Hyest. Les co-rapporteurs n'étant que les porte-paroles de ce qui avait été fait dans le groupe de travail. Bon, ils portaient déjà leur parole à eux. Non, mais attendez, monsieur Mercier, vous le savez fort bien, c'est ce qui était, nous avons rapporté en fonction du consensus sur un certain nombre de sujets, dont le vôtre, d'ailleurs, votre consensus aussi, sur un certain nombre de sujets. Simplement, on n'a pas mis notre grain de sel dans cette résolution. Voilà. Donc, précision sur les après épices, cette précision essentielle, je voudrais préciser ce qu'est, à mon sentiment, le projet sur le travail législatif et la séance. C'est le résultat d'un accord entre les deux principaux groupes de notre Assemblée, que des choses ont été faites dans ce domaine-là, et qu'il faut bien avoir le courage de le reconnaître et de l'assumer. Et j'espère que tous ceux qui ont réalisé ce travail iront au bout des choses en le votant. Et sinon, c'est pas la peine si on ne va pas. Je peux bien dire ce que je veux quand je suis ici. La parole est libre, Monsieur Bell. Mais vous direz après ce que vous voulez. Je constate donc que sur un certain nombre de points, notamment sur l'organisation de l'agenda parlementaire, notre groupe n'a pas été associé, Monsieur le Président. Ça a été l'affaire des deux principaux groupes. Et que c'est peut-être d'ailleurs un des points sur lequel il faudra revenir dans les mois ou les années qui viennent. Quand on regarde la façon dont se déroulent les travaux parlementaires aujourd'hui, que l'on essaye de faire un agenda, de dire que les commissions siégeront tel jour, à telle heure, que la séance publique aura lieu tel jour, à telle heure, eh bien, il suffit de regarder et de voir que les choses fonctionnent comme avant, que nous n'avons pas pu changer et qu'il faut faire face au travail législatif tel qu'il est et que le consensus qui a été recherché, et je suis favorable au consensus par nature, a abouti à un résultat inachevé, il faut bien qu'on le reconnaisse, et que nous aurons encore à travailler pour trouver et à construire, pour trouver le bon niveau de fonctionnement du Sénat, avec la nécessité de conserver toutes les libertés et tous les droits pour chacun des sénateurs, mais aussi de pouvoir avancer dans les débats et de faire progresser les discussions. Nous avons, je crois, une grande chance. C'est que, Monsieur le Président du Sénat, vous nous avez offert de travailler de façon pluraliste ensemble. Moi, je souhaite simplement que ce soit un peu plus pluraliste, mais c'est un souhait personnel que je réitère ici. Mais ce souhait de travail ensemble doit aboutir aussi à un travail efficace du Sénat et un travail le plus facile possible pour tous.
C'est vrai que nous n'avons pas su répondre à toutes les questions d'emploi du temps, nous le voyons bien. Je crois qu'il faut en avoir pleinement conscience, savoir qu'il faudra qu'on retravaille sur ce règlement, mais qu'aujourd'hui, la proposition qui nous est faite est une proposition qui nous permet d'avancer, d'aller de l'avant, et d'aller de l'avant comme il convient dans une assemblée parlementaire, c'est-à-dire sur la base du consensus le plus large possible. Alors, c'est la raison pour laquelle, même si notre groupe ne se sent pas l'auteur de toutes les propositions qui sont faites aujourd'hui, eh bien, il assumera ses propositions et celles des autres en votant la proposition qui nous est faite. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Madame la Présidente Nicole Borvo-Cohen-Seat. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Alors, Monsieur le Président, le groupe de travail sénatorial que vous avez mis en place en octobre dernier pour préparer la réforme du règlement dont nous débattons aujourd'hui a travaillé sérieusement, sans aucun doute, donc je peux confirmer ce qu'ont dit mes prédécesseurs, mais je précise, cela ne vaut pas consensus sur le résultat. Le règlement procède de la révision constitutionnelle et de la loi organique du 15 avril 2009, contre lesquelles nous avons voté parce que nous contestons le fait que son contenu renforce le rôle du Parlement. Le débat sur la loi organique a été tout à fait significatif. La majorité UMP a fait le choix d'inscrire dans la loi organique la limitation possible a priori du débat public au Parlement, le crédit temps. Le fait que, dans le même temps, le groupe de travail du Sénat ne retienne pas cette disposition pour son propre règlement ne vous a pas empêché de voter cette limitation dans la loi organique. L'Assemblée nationale l'a bien inscrit dans son règlement et d'ailleurs le débat à l'Assemblée nationale a pris une bien curieuse tournure si on en croit les échanges à l'intérieur même de la majorité sur le règlement de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale en est venu à défendre un équilibre entre majorité et opposition, entre exécutif et majorité, entre exécutif et Parlement, chacun peut interpréter, tandis que le président de son groupe lui oppose le fait majoritaire et le refus de toute inflexion du crédit temps. Et comme Xavier Bertrand, aujourd'hui secrétaire général de l'UMP, est là pour rappeler que la légitimité de la majorité parlementaire, surtout des députés, précise-t-il, provient du président de la République, la boucle est bouclée. Ceci confirme encore une fois que la révision constitutionnelle et la pratique qui l'a d'ailleurs précédée et inspirée nous conduit à une situation très préoccupante. Un pouvoir exécutif concentré dans les mains du président de la République, chef de la majorité et du parti majoritaire de la majorité, et président omnipotent et omniprésent, un Parlement largement réduit au bavardage. En effet, le Parlement peut, en dehors de la discussion des projets de loi, débattre de sujets, créer des missions. Les parlementaires passent beaucoup de temps en commission que le gouvernement supervise. On a l'inspection des travaux finis par des contrôles multiples sans grande suite. En même temps, il ne se passe pas une semaine sans que le président de la République n'annonce de nouvelles dispositions à venir, au rythme des faits divers, des échéances électorales et des sondages sur sa popularité. Il crée des commissions ad hoc, missionne telle ou telle personnalité de son choix. Le Parlement, éventuellement, étudie la question avec sa propre mission pour préparer ou tester, c'est le testing présidentiel, l'opinion et voir comment faire passer. La loi sur la sécurité intérieure adoptée vendredi dernier en Conseil des ministres n'est-elle pas la 13e du genre depuis 2002 ? Trop de lois tuent la loi. Chacun ici a dû le dire au moins une fois dans sa vie parlementaire, et Monsieur le rapporteur vient de le dire, mais vous continuez tel un troupeau au bord du ravin. L'inflation législative génère l'utilisation à répétition de la procédure d'urgence devenue accélérée, que nous critiquons en ce qui nous concerne depuis 1958. Ainsi, était-il sérieux de déclarer et maintenir l'urgence sur la loi pénitentiaire votée ici en 2009 et pas encore inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ?
Est-il sérieux de maintenir l'urgence sur l'hôpital qui verra l'Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct, privée de l'examen d'un texte réécrit de manière importante, même si le gouvernement a repris les choses en main, comme le dit si élégamment à l'égard du Sénat M. Accoyer? Il faut également rappeler qu'en cas de procédure accélérée, l'une des rares avancées de la révision constitutionnelle, c'est-à-dire un délai obligatoire entre le dépôt d'un projet de loi et son examen en séance publique, n'est plus applicable. Même cause, mêmes effets sur le fameux partage de l'ordre du jour. Nous en voyons les premiers résultats. Soit on accepte un débat étriqué sur les projets de loi d'origine gouvernementale, le Parlement ne disposant pas du temps nécessaire pour jouer son rôle de législateur, soit il cède son ordre du jour au gouvernement, comme cela s'est fait plusieurs fois à l'Assemblée nationale et comme cela se fait en ce moment même au Sénat avec la loi sur l'hôpital. Monsieur le Président, il n'était pas sérieux d'annoncer cette nouvelle répartition de l'ordre du jour sans s'affranchir de l'inflation législative du gouvernement qui non seulement en rend le respect peu crédible, mais recycle les projets de loi en propositions de la majorité. Je note évidemment que la commission des lois a rejeté notre amendement tendant à interdire que la répartition de l'ordre du jour puisse être modifiée en cours de route et ce n'est pas anticonstitutionnel comme le dit notre rapporteur, sous-entendant que nos amendements sont forcément anticonstitutionnels. Autre pilier de la révision constitutionnelle, l'orientation vers la commission du travail du débat parlementaire. Nous avons exprimé clairement et sans hésitation notre opposition à cette évolution. Le travail en commission, présenté comme la quintessence du travail parlementaire, revêt à nos yeux deux défauts majeurs: l'absence de transparence et la minoration du pluralisme. Ces défauts mettent en valeur deux qualités tout aussi majeures de la séance publique, la transparence et un cadre d'expression du pluralisme. Les premières semaines d'application de la révision constitutionnelle depuis le 1er mars débouchent sur un premier constat. Pour faire fonctionner le nouveau système, il faut soit appliquer la réduction du droit d'amendement et du débat public, voie choisie par l'Assemblée nationale, soit accepter une certaine confusion entre travail en commission et séance publique. La présence des ministres au cours des délibérations et du vote en commission que vous avez accepté, bien que vous y soyez opposé, ne fait qu'aggraver une véritable confusion des pouvoirs. D'ailleurs, ça mériterait plus ample débat sur le respect de la séparation des pouvoirs. Je note que la commission des lois a refusé notre amendement tendant à limiter cette coélaboration entre ministres et parlementaires au sein des commissions. Et ce ne serait point anticonstitutionnel. Monsieur le Président, nous ne méconnaissons pas le parti pris au Sénat de tempérer le fait majoritaire. L'existence d'une majorité relative de l'UMP aujourd'hui dans cette Assemblée y est peut-être pour quelque chose. Mais qui peut croire un instant que le Sénat, qui va décider de ne pas appliquer le crédit de temps, ce qui est en soi une bonne chose, pourra continuer longtemps à débattre de manière plus démocratique et approfondie, alors que l'Assemblée nationale sera en permanence sous le coup du 49.3 parlementaire, comme je l'ai déjà appelé au moment de la révision constitutionnelle, c'est-à-dire la limitation du temps de parole global par la conférence des présidents. J'espère me tromper en discernant un prétexte dans l'attitude de la majorité sénatoriale pour mieux valider la fin du débat démocratique dans l'Assemblée qui a le dernier mot. Monsieur le Président, nous avons approuvé des modifications qui discutaient au comité sénatorial, qui donnaient l'égalité au pluralisme en officialisant l'application de la proportionnelle dans les bureaux des commissions, les organismes extra-parlementaires ou la conférence des présidents, et en donnant quelques reconnaissances aux groupes en application de l'article 51.1 de la Constitution que nous avions défendu concernant mon groupe. Mais ces avancées sont très modestes et en quelque sorte habilement contraintes. Ainsi, la commission des lois a refusé qu'une demande de discussion immédiate puisse être remise par un groupe au lieu d'un nombre de sénateurs fixé à 30, comme la majorité avait refusé que le Conseil constitutionnel puisse être saisi par un groupe.
La Commission a refusé aussi notre amendement tendant à inscrire le principe d'un vice-président ou questeur par groupe, ce qui conforterait la reconnaissance de chaque groupe. On nous oppose qu'il pourrait y avoir 12 groupes. Je vous précise que c'est peut-être vrai arithmétiquement, ça me paraît difficile politiquement. Par contre, en refusant notre amendement tendant à rendre impossible le cumul d'avantages de la majorité, c'est-à-dire la présidence des commissions, et de droits de l'opposition, par exemple l'initiative mensuelle, aux groupes minoritaires qui ne se déclarent ni de l'une ni de l'autre, la Commission entretient une confusion regrettable. J'observe aussi que la Commission a rejeté 2 amendements de mon groupe sur des points qui semblaient faire accord dans le groupe de travail préliminaire. L'un pour prévoir que les débats de procédure, questions préalables, irrecevabilité, renvoi en commission aient lieu avant la discussion générale, comme c'est le cas à l'Assemblée nationale. Tout le monde semblait ici considérer comme absurde que les motions de procédure aient lieu après la clôture de la discussion générale. Eh bien, j'ai constaté que vous ne l'avez pas retenu. L'autre pour modifier la vérification du quorum, et d'ailleurs que cette demande de quorum soit possible pour un groupe, ce qui, encore une fois, était logique avec la reconnaissance des groupes, et surtout pour rendre cette vérification du quorum plus effective qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pour conclure, je dirais que le Sénat, où l'alternance n'a jusqu'ici jamais existé, a une longue expérience du fait majoritaire et de la rationalisation des débats par la majorité elle-même. Le règlement était déjà bien organisé pour assurer à la majorité une parfaite maîtrise du débat, les demandes de suspension de séance et de quorum étant beaucoup plus difficiles à obtenir qu'à l'Assemblée nationale. Le temps de parole sur les motions de procédure était également beaucoup plus court. Ceux qui ont déjà passé quelques années dans cet hémicycle savent que les irrecevabilités étaient facilement utilisées pour supprimer de nombreux amendements en cas de débat tendu. Je me rappelle, comme beaucoup d'entre vous, à ce sujet, le débat sur les retraites en 2003. Dans le contexte actuel des rapports de force au Sénat, la réforme qui nous est proposée aujourd'hui se veut moins contraignante pour le débat qu'à l'Assemblée nationale. Elle ne s'inscrit pas moins dans cette logique de rationalisation du travail parlementaire typiquement sénatorial depuis plus de 20 ans et que la révision de 2008 a maintenant constitutionnalisé. L'extension du domaine des irrecevabilités parlementaires en matière financière ou constitutionnelle, la réduction du temps de parole répondent à l'objectif du président de la République de réduire, et sans doute de sa majorité, le débat démocratique, le débat pluraliste et à une tendance bipartiste des institutions, alors que le bipartisme est loin d'être une réalité politique. Nous voterons donc contre cette réforme du règlement car elle s'inscrit pleinement dans une révision constitutionnelle que nous réfutons. J'ajoute qu'une éventuelle répartition des rôles entre l'Assemblée nationale et le Sénat, que nous n'acceptons pas, où seuls les sages pourraient débattre à volonté, la Chambre émanant du suffrage universel direct étant bâillonnée, ne nous convient pas non plus. Nous espérons, Monsieur le Président, que rapidement le constat sera fait du danger que fait courir la loi constitutionnelle de juillet dernier à l'équilibre républicain et il faudra y remédier sans tarder. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. La parole est maintenant au Président Henri Drincourt. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, modifier le règlement de notre Assemblée est à l'évidence un acte politique. C'est une nouvelle étape du chemin que nous avons commencé à tracer en juillet 2008 en adoptant la plus importante réforme constitutionnelle depuis 1958, dont l'objectif était d'accorder une place plus grande au Parlement dans l'élaboration de la loi et dans sa capacité à contrôler et à évaluer l'action gouvernementale. C'est pas si sûr. Ces premiers changements sont entrés en vigueur le 1er mars dernier avec le partage de l'ordre du jour ou la discussion en séance du texte adopté par la Commission. L'étape d'aujourd'hui est une occasion de moderniser notre loi intérieure. Il ne faut pas la manquer sans pour autant la figer.
C'est la référence indispensable pour l'organisation pratique de nos travaux, sur laquelle chacun d'entre nous doit pouvoir s'appuyer. De sa teneur dépend en partie la qualité de notre travail. Le règlement, c'est l'instrument d'équilibre des pouvoirs, c'est le premier outil politique donné au législateur pour lui permettre de s'exprimer dans le cadre du mandat qu'il a reçu du peuple. Réviser ce règlement constitue pour le Sénat une chance de consolider sa spécificité, sa légitimité et l'exigence qui est la sienne dans l'exercice de ses missions constitutionnelles. C'est dire l'importance de cette proposition de résolution pour l'avis du Sénat. Son contenu conditionnera pour les années à venir nos méthodes de travail au service de la démocratie et de l'intérêt général. Modifier notre règlement nécessitait, conformément à notre tradition, de rechercher un accord global des différents groupes sur les grandes orientations qu'il convenait de prendre. Cela était d'autant plus nécessaire, ça a été dit mais je le répète, qu'aucun groupe ne détient à lui seul la majorité absolue au sein de notre Assemblée. Et ça a été vrai seulement entre 2002 et 2008. À aucun moment, depuis 1958, aucun groupe à lui tout seul n'a détenu ici la majorité. Dans ce domaine, il aurait été déraisonnable de vouloir passer en force et sans doute d'ailleurs irréalisable. La modernisation du Sénat est en effet l'affaire de tous. Ainsi, la décision que vous avez prise, Monsieur le Président, de constituer dès le mois d'octobre un groupe de travail très large et pluraliste s'est avérée judicieuse et déterminante. Pendant 6 mois, sous votre autorité, une réflexion approfondie et ouverte a été menée dans un climat, je l'ai ressenti comme tel, où la confrontation des idées s'est toujours avérée constructive et respectueuse des opinions d'autrui. Et je veux vous rendre hommage, Monsieur le Président, pour cette initiative qui a rendu ce travail possible. Je veux également féliciter les 2 rapporteurs de ce groupe de travail, nos collègues Bernard Frimat et Jean-Jacques Hyest, qui ont su écouter les préoccupations exprimées par l'ensemble des participants et les traduire dans les mesures proposées, c'est du moins ce que j'ai ressenti. La démarche poursuivie a été fructueuse puisque les orientations de cette proposition de résolution recueillaient, me semblait-il, lors des réunions de ce groupe de travail, l'assentiment global des groupes constituant notre Assemblée. Elle s'articule autour de 4 axes: l'approfondissement du pluralisme sénatorial, la recherche d'une organisation plus efficace de notre travail, la modernisation des procédures de contrôle en séance publique et le renforcement de l'action du Sénat en matière européenne. Il s'agit, comme le soulignait très justement notre rapporteur, Patrice Gélard, d'un texte qui est à la fois consensuel et équilibré, même si j'ai cru entendre depuis le début de l'après-midi des variations sur ce thème que je n'avais pas pressenties auparavant. Notre groupe souscrit aux grandes orientations de cette réforme et la nouvelle organisation de l'agenda du Sénat va transformer nos habitudes de travail, avec un temps clairement défini pour les groupes politiques, pour les commissions et pour la séance publique. Chaque sénateur pourra s'investir dans les travaux de notre Assemblée et conformément à l'esprit général qui a animé les débats du groupe, la proposition de résolution conforte et approfondit le pluralisme sénatorial. Je crois qu'il faut reconnaître que les groupes politiques sont les moteurs essentiels de la vie parlementaire. C'est d'eux que tout procède. Et il était important de garantir une meilleure représentation de chacun d'entre eux au bureau du Sénat ou au bureau des commissions et de leur accorder de nouveaux droits, comme le droit de tirage pour la création d'une commission d'enquête ou d'une mission commune d'information. Et nous n'avons pas éprouvé, je crois, en tout cas notre groupe, de réticence pour améliorer la situation. Les groupes de l'opposition et les groupes minoritaires bénéficient désormais de droits spécifiques, notamment dans le cadre de la journée mensuelle réservée. Ce sont des avancées majeures et concrètes qui méritent d'être soulignées
et constitue, je crois, un véritable tournant dans la Ve République. La conférence des présidents va devenir le lieu d'arbitrage et d'organisation de la séance. Elle sera appelée à jouer un rôle essentiel dans le déroulement de nos débats. Et nous nous félicitons que les groupes politiques en deviennent les acteurs centraux, puisqu'il sera désormais attribué à chaque président de groupe un nombre de voix égal au nombre des membres de son groupe, déduction faite évidemment de ceux qui participent à la conférence des présidents. Nous considérons également comme un progrès la possibilité pour la conférence des présidents de décider d'organiser un débat préalable d'orientation en séance plénière peu de temps après le dépôt d'un projet de loi. Un tel débat, cela a été rappelé par le président Jean-Jacques Hyest tout à l'heure, le groupe UMP du Sénat l'appelait de ses vœux. Il permettra, je le souhaite, aux porte-parole des groupes d'exprimer leur position en amont des travaux des commissions saisies au fond. Les questions cribles, enfin, favoriseront la spontanéité de nos échanges avec les membres du gouvernement dans un esprit de réactivité par rapport à l'actualité. Cette nouvelle catégorie de questions donnera aux sénateurs la possibilité de s'exprimer sur un mode plus direct. C'est là, je crois, une excellente manière de moderniser notre travail. L'ensemble de ces dispositions donnera une nouvelle dynamique à notre vie parlementaire. Permettez-moi cependant, à ce stade de mon propos, de formuler une crainte, un regret et un souhait qui rejoignent les positions que j'ai avec constance défendues lors des réunions de notre groupe de travail, même si elles n'ont pas été, pour la plupart d'entre elles, retenues. Une crainte tout d'abord, le risque de la répétition des débats en commission puis en séance publique. Et la question reste entière. Comment mieux articuler les travaux de la commission et l'examen des textes en séance publique? Est-il souhaitable qu'un même amendement puisse être examiné 3 fois, lorsque la commission établit son rapport, lorsqu'elle délibère sur les amendements extérieurs et lorsque le texte est examiné en séance publique? Cette situation, si elle n'est pas maîtrisée, risque de provoquer la paralysie de l'ordre du jour. Et effectivement, l'examen du projet de loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires n'a pas, même s'il se déroule dans un climat sérieux et serein qu'il faut saluer, véritablement apaisé ma crainte. Il met en évidence un certain nombre de difficultés qui s'expliquent parce que nous sommes dans une période d'adaptation, mais auxquelles il nous faudra apporter des réponses. Et ces considérations de bon sens, me semble-t-il, m'incitent à formuler un regret que j'ai souvent exprimé lors des réunions de notre groupe de travail. En effet, le groupe UMP aurait souhaité que nous tirions mieux les conclusions de cette nouvelle donne dans l'organisation de la séance publique, même si la tradition sénatoriale ne justifiait pas le recours au temps législatif programmé. Nous pensons que cette question, pour des raisons pratiques, devra être revue à la lumière de l'expérience partagée. L'article 24 de la proposition de résolution réduit le temps de présentation des amendements, qui sera désormais de 3 minutes. Mais cela permettra-t-il réellement de raccourcir nos débats? Nous avions, pour notre part, suggéré que les modalités de prise de parole sur les articles et les explications de vote soient réexaminées. Les amendements de suppression d'un article seront désormais systématiquement disjoints de la discussion commune. C'est un progrès, parce que nous sommes nombreux à reconnaître que les tunnels d'amendements rendent confus nos débats et démobilisent les parlementaires. Cette question, à l'évidence, méritera aussi d'être à nouveau posée. L'article 19 a permis de dégager un accord sur l'organisation de la clôture du débat. Ce mécanisme est bon dans son principe,
Ça fait partie des efforts que j'ai faits pour qu'on obtienne l'accord global, mais je pense dans la réalité qu'il s'appliquera en pratique dans peu de cas. Conçu, oui absolument, conçu, ce qui veut dire que pour rallonger les débats, on ne fera pas mieux. Conçu pour sortir de l'enlisement de nos débats, il risque de se retourner toujours contre son utilisateur qui se verra, on connaît la chanson, instantanément accusé de vouloir empêcher le débat et bâillonner la représentation nationale. Et à cet égard, Monsieur le Président, je pense qu'il serait utile, à un moment ou à un autre, de publier des statistiques qui feraient le point, dans le cadre du déroulement d'un débat, sur les prises de parole et les pourcentages affectés au gouvernement, à la Commission, aux sénateurs à titre individuel ou aux représentants des groupes. Et ces chiffres-là, on sera surpris de les connaître parce que vous verrez que ce ne sont pas ceux que l'on accuse souvent de vouloir bâillonner la discussion en séance publique ou de sacrifier les droits de l'opposition. On verra que ce sont eux qui largement utilisent ce qui leur est possible et donc par conséquent, je crois que sur ce plan-là, véritablement, il ne faut pas nous faire un procès d'intention, il serait véritablement malvenu. D'ailleurs, mon cher ami, je vous le donnerai les chiffres sur le projet de loi santé, hôpital, santé, patients et territoires, et vous verrez, je crois, et j'en suis très admiratif parce que je vous l'ai déjà dit, que vous êtes en la matière le champion toute catégorie. Mes chers collègues, nous sommes tous pleinement attachés à la séance publique et au respect du droit d'expression de chacun, mais conduire une nouvelle réflexion sur des solutions plus audacieuses pour le déroulement de nos débats est un exercice auquel nous serons un jour contraints de nous livrer pour deux raisons pratiques. Tout d'abord, l'ordre du jour est désormais partagé entre le Parlement et le gouvernement. Il nous conduit à devoir examiner en règle générale en 2 semaines ce que nous faisions auparavant en 4 semaines. Et je fais partie de ceux, parce que je l'ai entendu évoquer tout à l'heure, qui militaient pour que cette répartition ne soit pas 50-50, mais 3 semaines d'initiative gouvernementale, 1 semaine d'initiative parlementaire, sénatoriale en l'occurrence. Et vous verrez que dans la pratique, c'est vers cette réalité-là que nous tendons. Oui, on l'a déjà vu, on le voit déjà, mais ce n'est pas votre détriment, c'est au détriment de notre groupe à nous. Mais nous faisons ce sacrifice de bon cœur parce que nous voulons absolument favoriser la réussite de la politique gouvernementale. En second lieu, la discussion. Mais je vous ai dit qu'on le fait de bon cœur. En second lieu, oui, c'est normal, mais en plus, on le fait de bon cœur. La discussion en séance publique porte sur le texte de la Commission. Un débat important a donc déjà eu lieu au sein de la Commission et en présence, s'il le décide, du gouvernement lorsqu'il vient en discussion dans l'hémicycle. La volonté du constituant était de permettre que la séance soit le lieu où nous nous concentrions en priorité sur les points les plus sensibles et les dispositions les plus politiques. Et en réalité, nous constatons que nous rentrons de plus en plus avant dans le détail des mesures. Et donc, je crois qu'il nous faudra regarder comment on peut coordonner mieux le moment de la Commission et celui de la séance. Une grande partie du travail parlementaire se jouant ainsi dorénavant en commission. Je voudrais me permettre simplement de rappeler, sous le regard bienveillant du président Larcher, parce que nous étions 3 à l'époque, il y a 20 ans, en 1989, avec notre collègue Guy Alouche, nous appelions déjà à l'évolution de l'organisation des travaux en séance publique. Parce que nous souhaitions, mais oui, nous souhaitions que le débat en séance publique soit véritablement le lieu du débat politique. Et une des raisons de la désaffection de la présence dans cet hémicycle, c'est que justement on rentre beaucoup trop dans le détail. Et il faut profiter du fait que le travail en commission sort renforcé pour repenser ce nouvel équilibre sans véritablement, naturellement, nuire à la liberté d'expression de chacune et de chacun d'entre nous. C'est pour les mêmes raisons qu'avec 2 de mes collègues présidents de groupe, nous sommes très attachés
à ce que la présence d'un de nos collaborateurs pendant les réunions de commission devienne une réalité le plus rapidement possible. On aura l'occasion d'y revenir. Enfin, permettez-moi de formuler un souhait. Cette proposition de résolution que nous soutenons constitue à l'évidence une première étape. La modification de notre règlement ne sera pas à elle seule suffisante pour parachever la réforme initiée par la révision constitutionnelle de juillet dernier. Notre pratique sera à cet égard décisive. Un certain nombre d'évolutions proviendront de notre propre comportement comme de celui du gouvernement. La conviction de notre groupe est qu'il appartient à chacun d'entre nous de participer à cette nécessaire modernisation de nos méthodes de travail, la crainte du changement ne devant pas l'emporter sur la perspective d'un Sénat plus moderne et plus efficace. Car c'est bien l'objectif de votre proposition de résolution, Monsieur le Président, contribuer par notre règlement à la modernisation tout entière de notre institution. Une phase d'expérimentation va maintenant s'ouvrir et nous verrons, dans un an maximum, et rien ne nous interdit d'y procéder auparavant, si des ajustements ou des modifications sont nécessaires. Les sénateurs de notre groupe ont fait, je le redis, beaucoup d'efforts et beaucoup de concessions pour rechercher un accord global et nous regretterions si, comme j'ai cru le percevoir tout à l'heure, l'ensemble des groupes politiques ne le manifestaient pas par leur vote au moment de la décision et ratifiaient les conclusions auxquelles nous sommes parvenus dans un accord quasi global. Et ce serait sympathique que cela puisse se traduire dans le résultat du scrutin tout à l'heure. À l'évidence, le groupe UMP votera votre proposition de résolution, Monsieur le Président, et je souhaite que l'application de ce nouveau règlement apporte un nouveau souffle à l'institution parlementaire dans un esprit de fidélité à la Ve République à laquelle nous sommes profondément attachés. Merci, Monsieur le Président. C'était l'examen de la proposition de loi visant à réformer le règlement du Sénat. Pour revoir cette séance, notre site internet publicsénat.fr. Tout de suite, le journal de 18h présenté par Sonia Mabrouk et Michel Grossior. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Public Sénat.